dévouement d'apparence esthétique entraîne aujourd'hui une incohérence esthétique, contradiction entre ce comme quoi apparaît l'œuvre d'art et ce qu'elle est. Son apparition élève la prétention à l'essentialité. Elle ne l'honore que négativement, mais dans la positivité de son apparition, il y a toujours le geste d'un plus, un pathos dont même l'œuvre radicalement non pathétique ne peut se défaire. Si la question de l'avenir de l'art n'était pas stérile et suspecte de technocratie, elle mettrait bien l'accent sur la possibilité pour l'art de survivre à l'apparence. Un cas typique de sa crise fut, il y a 40 ans, la triviale rébellion contre le costume de théâtre. Hamlet en habit, Lohengrin sans signe. Ce faisant, on ne se rebellait peut-être pas tant contre les manquements des œuvres d'art à la pensée réaliste prévalente, que contre leur imagerie immanente, qu'elles étaient incapables de supporter plus longtemps. Le début de la recherche du temps perdu doit être interprété comme une tentative de dépasser par ruse le caractère d'apparence, de pénétrer imperceptiblement dans la monade de l'œuvre d'art sans l'illusion d'un narrateur omniprésent et omniscient. Le problème de savoir comment commencer et comment finir annonce la possibilité d'une théorie formelle de l'esthétique, à la fois globale et matérielle, qui devrait traiter de la continuité, du contraste, de la liaison, du développement et du nœud, et surtout de savoir si aujourd'hui tout doit être aussi près du centre ou de densités différentes. Au XIXe siècle, l'apparence esthétique s'était haussée en fantasmagorie. Les œuvres d'art effaçaient les traces de leur production, probablement parce que l'esprit positiviste croissant de l'art se communiquait dans la mesure où il devait être un fait et avait honte de ce par quoi sa dense immédiateté s'était révélée médiatisée. Les œuvres d'art suivent cette démarche jusqu'au cœur du modernisme. Leur caractère d'apparence s'accrut jusqu'à devenir leur caractère d'absolu. C'est ce qui se cache derrière l'expression hegelienne de religion de l'art, que l'œuvre du Wagner schopenhauerien prit à la lettre. Le modernisme se révolta ensuite contre l'apparence de l'apparence, si bien que celle-ci n'en fut plus une. Ici convergent tous les efforts pour percer la cohérence immanente, hermétique des œuvres, par des attaques non déguisées, pour libérer la production dans le produit et pour limiter le processus de production au lieu de son résultat. Intention qui du reste n'était pas si étrangère aux grands représentants de l'époque idéaliste. L'aspect fantasmagorique des œuvres d'art qui les rendaient irrésistibles leur devient suspect, non seulement dans des orientations dites néo-objectivistes, dans le fonctionnalisme, mais tout autant dans des formes traditionnelles comme le roman, dans lesquelles l'illusion kaléidoscope, l'omniprésence fictive du narrateur, s'associe à la prétention tant d'un fictif comme réel que d'un irréel comme fiction. Aux antipodes l'un et l'autre, Georges et Karl Kraus rejetèrent le roman, l'apparition significative que fut sa pure immanence formelle chez les romanciers Proust et Gide témoigne du même malaise, et pas du tout d'un climat anti-romantique propre à l'époque. L'aspect fantasmagorique qui renforce technologiquement l'illusion de l'en-soi des œuvres pourrait plutôt passer pour le contraire de l'œuvre d'art romantique qui, par l'ironie, sabote d'avance l'aspect fantasmagorique. Celui-ci devint gênant car l'être en soi sans faille auquel s'abandonne l'œuvre d'art pure est incompatible avec sa définition comme quelque chose de fabriqué par les hommes et donc a priori imbriqué dans le monde des choses. La dialectique de l'art moderne est dans une large mesure volonté de se débarrasser du caractère d'apparence, comme le font les animaux de leur ramure. Les apories du mouvement historique de l'art projettent leur ombre sur l'ensemble de ses possibilités. En général, même des mouvements antiréalistes comme l'expressionnisme prirent part à la révolte contre l'apparence. Tandis qu'ils s'opposaient à la copie du monde extérieur, ils tendaient à la proclamation non déguisée d'éléments psychiques réels et se rapprochaient du psychogramme. Cependant, dans la rigueur de cette révolte, les œuvres d'art régressent dans la pure et simple chausalité comme s'il s'agissait de châtier leur hybris, leur prétention à être plus que de l'art. La récente pseudomorphose à la science, le plus souvent puérile et ignorante, est le symptôme le plus visible de cette régression. Beaucoup de productions de la musique et de la peinture actuelle pourraient être subsumées au concept d'un second naturalisme, en dépit de toute absence d'objectivité et d'expression. Des procédures grossièrement physiques dans le matériau, des relations mesurables,
entre les paramètres supplantent sans recours l'apparence esthétique, la vérité sur son être posé, en disparaissant dans leur contexte autonome. Ils abandonnent l'aura comme reflet de l'humain qui s'objectivise en eux. L'allergie à l'aura, à laquelle aucun art ne peut aujourd'hui échapper, est inséparable de l'inhumanité naissante. Cette récente réification, la régression des œuvres d'art à la littéralité barbare de ce qui se produit en esthétique et la faute fantasmagorique sont intimement mêlées de façon inextricable. Dès que l'œuvre d'art éprouve des craintes, aussi fanatiques pour sa pureté au point de s'y perdre elle-même et se tourner vers l'extérieur, ce qui ne peut plus devenir art. Toile et matériaux sonores bruts, elle devient son propre ennemi. Continuation directe et fausse de la rationalité des fins. Cette tendance aboutit au happening, mais la légitimité de la rébellion contre l'apparence en tant qu'illusion et le caractère illusoire de cette rébellion, c'est-à-dire l'espoir que l'apparence esthétique puisse, de son propre chef, se sortir de la fange, se confondent l'une et l'autre. Il est manifeste que le caractère d'apparence immanent des œuvres ne peut être libéré d'un aspect de limitation du réel, aussi latent soit-il, et donc de l'illusion, car tout ce que les œuvres d'art contiennent en elles, en fait de formes et de matériaux, d'esprit et de matière, est passé de la réalité aux œuvres d'art et se dépouille en elles de sa réalité. C'est ainsi, d'ailleurs, qu'elles en deviennent la copie. Même la détermination esthétique la plus pure, l'apparition est médiatisée par rapport à la réalité comme négation déterminée de celle-ci. La différence des œuvres d'art à l'égard de la réalité empirique, leur caractère d'apparence, se constitue en celle-ci et dans la tendance opposée à elle. Si les œuvres d'art, du fait de leur concept, voulaient absolument supprimer cette référence, elles élimineraient leurs propres conditions. La difficulté infinie de l'art réside dans le fait qu'il doit, à vrai dire, transcender son concept pour le réaliser et que cependant, dans sa ressemblance avec les choses réelles, il s'adapte à la réification contre laquelle il proteste. Aujourd'hui, l'engagement devient inévitablement une concession esthétique. Le caractère ineffable de l'illusion l'empêche de concilier l'antinomie de l'apparence esthétique dans un concept absolu d'apparition. Par l'apparence et qui proclame ce fait, les œuvres d'art ne deviennent pas textuellement des épiphanies, aussi difficiles soient-ils à l'expérience esthétique authentique vis-à-vis des œuvres d'art, de ne pas croire qu'en elles l'absolu soit présent. Il est inhérent à la grandeur des œuvres d'art d'éveiller cette confiance. Ce par quoi elles deviennent un déploiement de la vérité est en même temps leur péché capital, et l'art ne peut s'en absoudre lui-même. Il continue de le traîner parce qu'il se conduit comme si l'absolution lui était donnée. Le fait que, malgré tout, un reliquat céleste de l'apparence soit difficile à porter ne doit pas être séparé du fait que même des œuvres qui refusent l'apparence sont coupées de l'effet politique réel que cette conception inspirait originellement dans le dadaïsme. Le comportement lui-même, par lequel les œuvres hermétiques luttent contre l'être pour autre chose bourgeois, s'en fait complice par l'apparence du pur en soi, auquel même ce qui le détruit par la suite n'échappe pas. Si aucun malentendu idéaliste n'était à craindre, on pourrait appeler cela la loi de toute œuvre, et on approcherait ainsi de la légalité esthétique, le fait qu'elle devienne analogue à son propre idéal objectif, nullement à celui de l'artiste. La mimésis des œuvres d'art et ressemblance à soi-même, univoque ou ambiguë, cette loi est établie par la naissance de toute œuvre. Toute œuvre, en vertu de sa constitution, ne peut faire autrement. Les images esthétiques se distinguent ainsi des images cultuelles. Les œuvres d'art, par l'autonomie de leur forme, s'interdisent de s'incorporer l'absolu, comme si elles étaient des symboles. Les images esthétiques sont soumises à l'interdiction des images. Dans cette mesure, l'apparence esthétique, et même sa conséquence ultime dans l'œuvre hermétique, est précisément la vérité. Les œuvres hermétiques affirment leur transcendance, non pas comme être dans une sphère supérieure, mais elles mettent également en valeur, par leur impuissance et leur inutilité dans le monde empirique, l'aspect fragile de leur contenu. La tour d'ivoire, pour la proscription de laquelle sont d'accord les sujets des pays démocratiques et les chefs des pays totalitaires, a dans la permanence de l'impulsion mimétique comme tendance à l'identité avec soi, un caractère d'Aufklärung éminent. Son spleen manifeste une conscience plus juste que les doctrines de l'œuvre d'art engagée ou didactique,
dont le caractère régressif devient presque flagrant dans la sottise et la trivialité des sages sentences qu'elles sont censées communiquer. C'est pourquoi l'art radicalement moderne, malgré les condamnations sommaires que font tomber sur lui des intérêts politiques de toutes sortes, peut être dit d'avant-garde, non seulement en vertu des techniques qu'il développe, mais selon son contenu de vérité. Mais ce par quoi les œuvres d'art existantes sont plus que l'existence n'est pas à nouveau un être là, mais leur langage. Les œuvres authentiques parlent même lorsqu'elles refusent l'apparence, depuis l'illusion fantasmagorique jusqu'au dernier souffle d'aura. L'effort pour les expurger de ce que la subjectivité contingente exprime purement et simplement au travers d'elle confère involontairement à leur langage encore plus de relief. C'est ce que signifie le terme d'expression dans les œuvres d'art. C'est à juste titre que là où il est employé le plus longtemps et le plus expressément, c'est-à-dire techniquement en tant qu'indication musicale, il n'exige rien de spécifiquement exprimé, aucun contenu psychique particulier, sinon l'espressivo serait remplaçable par des termes désignant tout ce qu'il faudrait exprimer d'une manière déterminée. Le compositeur Arthur Schnabel s'y est efforcé, mais ce n'était pas réalisable. L'apparence, le sens et le tour de force. Aucune œuvre d'art ne possède d'unité intégrale. Toutes doivent la simuler et entrent par là en conflit avec elles-mêmes. Confrontée à la réalité antagoniste, l'unité esthétique qui s'oppose à celle-ci devient apparence d'une manière également immanente. L'élaboration totale des œuvres d'art aboutit à l'apparence. Leur vie ne ferait qu'une avec celle de leur moment, mais ceux-ci introduisent en elle l'hétérogène. L'apparence devient la fausseté. En fait, toute analyse plus perspicace découvre des fictions dans l'unité esthétique. Soit que les parties ne s'adaptent pas de leur propre gré à celle-ci, c'est-à-dire que cette unité leur est imposée, soit que les moments modelés par avance sur l'unité ne soient pas vraiment des moments. La pluralité dans les œuvres d'art n'est plus ce qu'elle était, mais est préparée sitôt qu'elle pénètre dans leur domaine. La réconciliation esthétique est ainsi condamnée à la banalité esthétique. L'œuvre d'art n'est pas seulement apparence, comme antithèse de l'existence, mais également vis-à-vis de ce qu'elle veut d'elle-même. Elle est empreinte d'incohérence. En tant qu'être en soi, les œuvres d'art protestent grâce à leur cohérence de sens, organon de l'apparence en elles. Mais en les intégrant, cette cohérence devient le sens même, fondement de l'unité, déclaré présent par l'œuvre d'art sans l'être pourtant réellement. Le sens qui réalise l'apparence contribue éminemment au caractère d'apparence. Malgré tout, l'apparence du sens ne constitue pas la définition exhaustive de celui-ci, car le sens d'une œuvre d'art est en même temps l'essence qui se cache dans le factuel. Il traduit en apparition ce que celle-ci autrement occulte. L'organisation de l'œuvre d'art, consistant à établir des relations entre ces moments et à les grouper d'une manière expressive, poursuit ce but, et il est difficile, par l'examen critique, de la distinguer de l'affirmatif, de l'apparence, de la réalité du sens, aussi soigneusement que se plaisait à le faire la construction conceptuelle philosophique. Même lorsque l'art accuse de monstruosité les sens cachés qu'il fait apparaître, cette négation s'accompagne, comme lui servant de critère, d'un être non présent, celui de la possibilité. Le sens est encore inhérent à la négation du sens. Le fait que l'apparence reste associée à celui-ci, à chaque fois qu'il se manifeste dans l'œuvre d'art, confère à l'art tout entier sa tristesse. Il souffre d'autant plus que le sens est encore plus parfaitement suggéré par la réussite de la cohésion, est accentuée la tristesse, du si seulement cela pouvait être. Elle est l'ombre de l'hétérogène à toute forme qu'il s'efforce de bannir, ombre de la simple réalité existante. Dans les œuvres d'art heureuses, la tristesse anticipe la négation du sens dans les œuvres disloquées, image inverse du désir. Il ressort implicitement des œuvres d'art qu'elle existe avant la folie et que, sujet grammatical inconvertible, elle n'existe pas. On ne peut la rapporter d'une manière démonstrative à rien de ce qui existe au monde. Dans l'utopie de sa forme, l'art se plie à la lourdeur pesante de la réalité empirique dont il se détourne en tant qu'art. Sinon, sa perfection est vaine. L'apparence des œuvres d'art est apparentée au progrès de l'intégration qu'elles devaient exiger d'elles-mêmes et par lequel leur contenu semble immédiatement présent. L'héritage théologique de l'art est la sécularisation de la révélation, de l'idéal et de la limite de toute œuvre.
Contaminer l'art par la révélation signifierait répéter de manière irréfléchie dans la théorie son inévitable caractère fétichiste. Extirper la trace de révélation qu'il contient le rabaisserait au niveau de la répétition indifférenciée de ce qui est la cohérence de sens. L'unité est artificiellement réalisée par les œuvres d'art, parce qu'elle n'est pas, et en tant que telle, ni l'être en soi, au nom duquel est entreprise l'organisation, et finalement l'art en lui-même. Tout artefact s'oppose à soi. Les œuvres agencées comme tour de force d'équilibristes révèlent quelque chose de supérieur à l'art tout entier, la réalisation de l'impossible. L'impossibilité de toute œuvre d'art définit en vérité même l'œuvre la plus simple comme tour de force. Le dénigrement de la virtuosité par Hegel, pourtant enthousiaste de Rossini, et qui survit jusque dans la rancune à l'égard de Picasso, acquiesce de façon déguisée à l'idéologie affirmative qui dissimule le caractère antinomique de l'art et de tous ses produits. Car les œuvres qui plaisent à l'idéologie affirmative sont presque toujours dirigées par le lieu commun, défiées par le tour de force, selon lequel le grand art devrait être simple. Ce n'est pas un des moindres critères de la fertilité de l'analyse esthétique technique qu'elle découvre ce par quoi une œuvre d'art devient tour de force. L'idée du tour de force n'apparaît clairement que lorsqu'elle s'appuie sur des degrés de la pratique artistique qui se situent en dehors de sa notion culturelle. Cela peut avoir été jadis à la base de la sympathie entre l'avant-garde et le music-hall ou les variétés, convergence des extrêmes contre un domaine intermédiaire et qui se targue de profondeur, d'un art qui, par son caractère culturel, trahit le devoir de l'art. L'art ressent douloureusement l'apparence esthétique dans le caractère essentiellement insoluble de ses problèmes techniques. Cela apparaît bien de la manière la plus évidente dans les problèmes de la représentation artistique, la représentation de l'exécution musicale ou théâtrale. Les interpréter correctement signifie les formuler en problème, prendre conscience des postulats incompatibles auxquels les œuvres, dans la relation du contenu à son apparition, confrontent celui qui est chargé d'interpréter. La restitution des œuvres d'art doit, en dévoilant à elle le tour de force, trouver le point d'indifférence où se cache la possibilité de l'impossible. En raison de l'antinomie des œuvres, leur restitution totalement adéquate n'est en fait pas possible. Toute restitution adéquate devrait réprimer un moment de contradiction. Le critère le plus élevé de l'interprétation est celui où, sans cette suppression, elle s'érige en théâtre des conflits qui ont éclaté dans leur tour de force, dans le tour de force. Les œuvres d'art, conçues comme tour de force, sont apparences, parce qu'elles sont obligées de se faire passer essentiellement pour ce qu'elles ne peuvent essentiellement pas être. Elles se corrigent en faisant ressortir leur impossibilité. C'est la légitimation de la virtuosité dans l'art que prohibe une esthétique bornée de l'intériorité. C'est des œuvres les plus authentiques qu'il faudrait tirer la preuve du tour de force de la réalisation d'un irréalisable. Bach, que l'intériorité vulgaire voudrait annexer, était virtuose dans la conciliation de l'inconciliable. Ses compositions musicales sont la synthèse de la pensée de la basse continue, harmonique, et de la pensée polyphonique. On l'insère sans solution de continuité dans la logique d'un progrès harmonique, mais celle-ci, en tant que pur résultat de l'exécution des différentes parties, se dépouille de la lourdeur contraignante et hétérogène, et cela confère à l'œuvre de Bach sa légèreté singulière. On pourrait avec autant de rigueur montrer chez Beethoven le paradoxe d'un tour de force, le fait que quelque chose vienne de rien et la mise à l'épreuve esthétiquement vivante des premiers pas de la logique hegelienne.